bicentenaire de la naissance du fondateur de toute cette aventure incroyable, Edmond Goncourt, le fondateur de l'Académie Goncourt, et puis du prix Goncourt, plus de 120 ans d'existence, et avec le Figaro, une opération éditoriale, d'avoir choisi les 40 meilleurs titres de ce magnifique palmarès qui sont d'écho à l'histoire littéraire de notre pays, tout simplement. Les détails de cette OP, on ne va pas y revenir, on va faire de la promotion, sur la place de la mairie avec la petite tente, il y a les livres, et puis il y a des marque-pages, il y a des fiches avec tout le détail des livres, les titres, leur parution, et puis surtout quelque chose d'important, c'est leur préfacier, parce qu'il y a des enjeux de cette collection, c'était que les jurés d'aujourd'hui, les 10 jurés d'aujourd'hui, fassent redécouvrir, avec leur goût, avec leur jugement contemporain, les œuvres d'hier, des œuvres connues, des œuvres méconnues, des œuvres à redécouvrir. C'est vraiment l'enjeu de cette collection qui est de mettre en valeur ce palmarès. Il y a quelques instants, on avait la chance d'avoir à la fois un lauréat Goncourt, la personne de Didier Decoing, puis sa préfacière Paul Constant, donc le dialogue était facile. Là, j'ai Pascal Wagner, juré Goncourt, mais sans Malraux et sans Romain Gary. Mais on va quand même évoquer ces deux personnages et puis également leurs livres. Est-ce que cette relecture des deux titres que sont Les Racines du ciel et puis La condition humaine ont pu éveiller chez Pascal Wagner? Le premier point peut-être, c'est d'abord quand ces titres sont apparus dans la conversation du jury pour être présents dans le palmarès, qu'est-ce que ça a éveillé chez vous? Peut-être des souvenirs de lecture pour vous dire j'ai envie de les préfacer. Puis le hasard de la programmation, en fait, vous êtes le premier préfacier des deux premiers titres de notre collection, parce que Gary et Malraux ont été en quelque sorte plébiscités par nos lecteurs lors des enquêtes qu'on a faites. Donc vous ouvrez le bal en quelque sorte des préfaciers de la collection. Est-ce que vous êtes un lecteur familier de ces deux auteurs, ou est-ce que c'était des souvenirs anciens suffisamment marquants pour que vous ayez envie de replonger dans cette aventure? Quand on a proposé d'écrire des préfaces pour la réédition des Goncourt, j'ai sauté sur Malraux et Gary, parce que c'est évidemment les auteurs. Malraux, l'auteur de ma jeunesse, Gary, l'auteur de ma maturité, mais évidemment j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse dans André Malraux et dans tous les écrivains de cette période, qui avaient à la confluence du marxisme et de l'existentialisme. Et donc La condition humaine, j'ai dû le lire dans les années 66-70, et Gary un peu plus tard, et donc effectivement j'étais très heureux de pouvoir m'attaquer au livre maître de Malraux, et avec l'appréhension quand même d'être déçu, parce qu'un livre qu'on a adoré jeune ne va pas forcément remplir les attentes d'un homme plus âgé, et donc alors ce qui est intéressant justement, c'est que le décalage entre aujourd'hui et l'univers de Malraux dans La condition humaine est riche d'enseignements. C'est-à-dire que dans La condition humaine, vous savez, c'est des révolutionnaires de tous les pays, russes, français, chinois, qui sont à Shanghai. Shanghai est tenu par les communistes et les troupes de Chiang Kai-shek, qui étaient donc les nationalistes du Kuomintang, qui maintenant sont réfugiés à Formose, Taïwan, pardon, arrivent et vont massacrer les communistes. Et alors le premier décalage, effectivement, c'est le décalage historique, c'est-à-dire que pour Malraux, ce sont les Chinois de Mao Tse-tung n'est pas encore là, ce sont les communistes chinois qui sont porteurs du sens de l'histoire et de la justice, et pour nous, en 2022, la Chine continentale, et c'est plutôt le totalitarisme, la brutalité, alors que les gens de Taïwan ont fondé une véritable démocratie. Donc il faut d'abord passer ce premier barrage, ce premier obstacle, qui fait qu'effectivement nous avons du mal à voir les communistes chinois comme étant des gens portés par un idéal de pureté et de justice sociale, quand on sait ce qui s'est passé ensuite et des millions de morts du règne de Mao Tse-tung, qui n'apparaît lui après la Seconde Guerre mondiale, puisque là l'action se passe dans les années 30 du
du XXe siècle. Mais en réalité, au-delà de ce décalage historique, le livre de Malraux reste extraordinaire parce que d'abord, il a généré il a engendré des générations de lecteurs révolutionnaires, dont Régis Debray, Edgar Morin. Il a beaucoup influencé Sartre. Et on a l'impression que les personnages, très différents les uns des autres, sont pourtant un seul et même cerveau qui dialogue à l'intérieur de lui-même sur les différentes modalités de l'action. Et les héros de Malraux sont tous des gens qui ne se contentent pas d'agir, mais qui s'interrogent sur leur action, sur l'amour, sur le meurtre, sur le sacrifice. Et on voit bien en lisant La condition humaine que le communisme a été, pour les gens du XXe siècle, une sorte d'hérésie chrétienne. C'est-à-dire que le prolétariat c'était le Christ séculier dont le sacrifice devait engendrer la société sans classe et le socialisme et le communisme, d'où l'exploitation de l'homme par l'homme aurait été abolie. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages du livre, qui vont mourir les uns après les autres, il y en a qui vont être brûlés vifs dans les chaudières d'une locomotive, tous les personnages du livre donc, sont portés par l'idée de la mort qui va les transfigurer. Et si on a eu une éducation chrétienne, c'est la communion des saints. C'est-à-dire la communion des saints s'effectue dans la disparition de ceux qui vont renaître ensuite dans la légende. Et le livre de Malraux, et ce sera aussi la même chose pour l'espoir ensuite, c'est la légende dorée du communisme. Et donc cette légende dorée a suscité d'innombrables vocations. C'est la Seconde Guerre mondiale qui fait que Malraux va petit à petit se détacher de sa fascination pour le bolchevisme. Mais à l'époque, de toute façon, faut se replacer dans le contexte, dans les années 30, pour les jeunesses, la démocratie n'avait que l'appétit de la fadeur. Les démocrates étaient tièdes, prosaïques, et les deux grands systèmes qui ont fasciné nos pères ou nos grands-pères, c'était le communisme et le fascisme, parce que chacun était porteur d'une promesse de renouveau, de renaissance de l'humanité. Il y a évidemment de très grandes similitudes entre les deux. Le communisme au nom de la classe et le fascisme au nom de la race. Et donc, Malraux a choisi le camp communiste. Il a été longtemps assez complaisant envers le communisme, mais avec sa marque propre, c'est-à-dire avec la marque d'un homme pour qui la vie humaine est marquée par la tragédie. Et donc les maximes de Malraux vont durablement influencer Jean-Paul Sartre. Quand on lit L'être et néant, quand on lit les romans sartriens, qui sont postérieurs de quelques années à La condition humaine et aux Conquérants, on s'aperçoit à quel point Sartre a été malrussien dans ses premiers livres. La mort transforme la vie en destin, ça c'est une des grandes phrases de Malraux. Mourir est passif, se tuer est actif. C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé, parce qu'effectivement on parle beaucoup de ça aujourd'hui, et je me la répète en boucle tous les jours. C'est vrai que ce sont Malraux a l'art de la sentence, et c'est là où les personnages se ressemblent tous les uns les autres, et que quel que soit leur sexe ou leur fonction dans l'appareil du Parti communiste chinois ou dans leur existence, ils finissent par tous se résumer à une formule très forte qui est le caractère propre de l'écriture malrussienne, qui par ailleurs s'est beaucoup inspiré du cinéma américain. Et on a là un télescopage qui fait que le livre reste extrêmement fort, malgré l'exotisme idéologique qui consiste à accréditer les communistes chinois de toutes les vertus et les nationalistes de Chiang Kai-shek de tous les vices. Je pense que Malraux aurait rectifié aujourd'hui. Et j'ai lu récemment un texte de Claude Roy que tout le monde a oublié, sauf les anciens, qui était un journaliste de l'Observateur, ancien communiste, qui a défroqué en 1956. Ancien fasciste aussi. Ancien fasciste aussi. Oui, il avait commencé à l'Action française. Oui. Très bien. Bon. Donc il a fait le cercle total des idéologies de l'époque, mais en 1949, il rend hommage à Malraux, et il explique que bien que Malraux soit devenu un anticommuniste forcené, c'est ce livre qui l'a littéralement poussé dans les bras du Parti communiste. Et il faut aussi se souvenir que Edgar Morin a choisi son nom de résistant en lisant L'espoir de Malraux. Donc la fécondité d'André Malraux, elle reste absolument extraordinaire, et même son adhésion au gaullisme pendant la guerre
fait qu'il demeure à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens, celui qui a osé prendre les armes. Parce qu'en fait, combien d'intellectuels ont pris les armes? Très peu. Combien d'intellectuels vont prendre les armes pour l'Ukraine? Peut-être des jeunes. Pour les anciens, c'est trop tard. Mais donc, il a accompli le cercle complet de l'engagement, de l'écriture jusqu'à la guérilla, puis ensuite la brigade Alsace-Lorraine en 1944, tardivement, lorsqu'il est apparu que la résistance avait des chances de gagner. Et puis ensuite, il y a ce dialogue avec l'art. Donc pour moi, c'est le grand intellectuel, enfin un des grands écrivains du XXe siècle, même des écrivains majeurs. Je trouve tout à fait approprié d'avoir republié ce texte qui reste, dont les premières phrases, quand Tchen écarte la moustiquaire pour poignarder un ennemi, pour moi ça fait partie de ces très grandes premières phrases dont on se souvient toute sa vie. Donc oui, très bon choix Malraux, et ça donne qu'une envie, une fois qu'on a fini la condition humaine, on n'a qu'une envie, c'est de relire les autres. Là j'ai racheté les Noyers de Lattenbo, et puis j'ai envie de m'attaquer aux voix du silence, au dialogue de Malraux avec l'art, puisque c'est là que véritablement il a trouvé l'accomplissement de sa vocation en tant que ministre de la Culture et en tant que passionné par ce qu'il appelait l'étranger. Pour lui, l'étranger, c'était vraiment l'Asie, c'était la Chine, le Vietnam, le bouddhisme. Il est allé en Afghanistan, donc c'est vraiment une figure majeure du XXe siècle. Et il ne s'est pas fourvoyé comme Sartre, justement, qui a été mon idole enfant, et que, évidemment, après, j'ai jugé un peu plus sévèrement quand il s'est compromis dans les arcades du stalinisme. Donc voilà, très bon choix du concours. Très bon choix du concours, ça c'est incontestable. Il n'y a aucune erreur possible avec André Malraux. Oui, il fait partie vraiment des institutionnels qui forment vraiment l'ossature du palmarès des concours. L'autre personnage dont on peut parler maintenant, parce qu'on a rendu hommage à Malraux, c'est Gary, écrivain aussi dont la légende se confond avec l'œuvre, homme qui est à la fois d'abord le double lauréat Goncourt, hein, il a eu 2 fois, ce qui est quand même à la fois une anomalie, une sorte de prouesse, et puis l'homme de la France libre également, compagnon de la Libération, l'aviateur de l'aviation, le conjoint de Jeanne Seberg, consul aux États-Unis, un personnage rocambolesque, et puis à la tête d'une œuvre tout à fait incroyable. C'est le premier titre de notre collection. Pourquoi? Parce que Gary, aujourd'hui, est devenu extrêmement populaire. On le redécouvre, on redécouvre l'ampleur de cet homme et de cette œuvre, avec peut-être le malentendu d'un homme qui est trop souvent associé à La Promesse de l'Aube, très beau livre autobiographique, mais qui ne résume pas du tout une œuvre beaucoup plus large, beaucoup plus protéiforme, beaucoup plus variée. C'était un homme qui, vous savez, a publié sous beaucoup de noms. C'était une sorte d'homme traversé par des fulgurances, avec une œuvre qui empruntait à peu près tous les genres, tous les styles, sous divers noms. Mais à côté de La Promesse de l'Aube, qui a posé, vous connaissez tous, c'est une incroyable histoire de l'élection d'un garçon par sa mère, il y a Les Racines du ciel, ce roman tout à fait incroyable, et qui annonce aussi beaucoup de choses aujourd'hui, dont on peut peut-être parler, puisque vous l'avez relu chez Pascal. Là encore, qu'est-ce que ce livre nous dit aujourd'hui? Alors, Les Racines du ciel est très actuel, alors presque plus que le livre d'André Malraux, puisqu'aujourd'hui l'idée révolutionnaire est quand même globalement morte. Les Racines du ciel parle d'un Français qui vit dans l'Afrique occidentale française. C'est donc à la fin de l'Empire français, dans les années 50-60. Et là, parmi toutes les agitations, tous les troubles qui agitent cet empire colonial agonisant, il y a un Français qui a attiré auprès de lui une ancienne danseuse de cabaret allemande, on est quelques années après la Seconde Guerre mondiale, qui était la maîtresse d'un Russe, et qui vient à, je crois que ça se passe dans le Tchad, qui est danseuse de cabaret aussi au Tchad, et qui est la maîtresse de ce Français. Ils se sont fixés comme but de sauver les éléphants. Alors je pense qu'à l'époque, quand le livre est sorti, ça a dû paraître assez saugrenu, et aujourd'hui c'est d'une actualité brûlante, puisque nous vivons dans une époque de préservation, et notamment qui est très soucieux de la condition animale, et les éléphants, évidemment, comme les ours polaires, touchent nos cœurs et nos âmes
peut-être plus que tout autre. Et donc cet homme c'est un militant de la cause animale qui est prêt, qui tire sur les chasseurs, qui est prêt à les tuer. Et donc on a deux thèmes, on a à la fois le respect des espèces menacées, mais on a aussi l'amorce de ce qu'on a appelé un écoterroriste, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui sont prêts à prendre les armes pour défendre les rivières, les sites menacés, les espèces en voie de disparition. Et ça, c'est le thème principal du livre de Gary, et qui fait que je ne l'ai pas relu parce que je ne l'avais pas lu. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Effectivement, c'est assez extraordinaire de voir la préscience de Romain Gary. Il y a un autre livre de lui qu'il faut lire ou relire, et que j'ai lu aussi cette année, enfin l'année dernière, c'est Chien Blanc. Parce que Chien Blanc, c'est le racisme à l'heure de Black Lives Matter. C'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, Romain Gary est consul de France à Los Angeles, avec Jean Seberg. Jean Seberg est très engagé dans la lutte aux côtés des Black Panthers, dans la lutte contre le racisme. Et le chien blanc, c'est un chien qui a été dressé par son maître à mordre les Noirs. Et donc, c'est un chien qui attaque systématiquement toutes les personnes dont la peau est un peu foncée. Et le narrateur l'achète pour le désaccoutumer de cette mauvaise habitude. Et Gary trace un portrait extraordinaire dans ce livre, à la fois de l'antiracisme, des Black Panthers de l'époque, qui sont un peu les ancêtres de Black Lives Matter aujourd'hui, et il montre aussi la naïveté volontaire des militants antiracistes qui sont prêts à tout sacrifier pour s'excuser d'être en quelque sorte, d'appartenir à la majorité blanche des États-Unis. Et quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, avec le néo-féminisme et l'antiracisme, on se dit que ce livre, mais il aurait pu se passer de nos jours. Donc voilà, il y a là une certaine forme de génie de Romain Gary, de poser une intrigue. Alors c'est une intrigue très, très touffue, Les racines du ciel. C'est un gros livre dont on voit évidemment la critique du colonialisme. L'Empire français est sur le point de se dissoudre. Et Gary arrive à tisser toutes sortes d'intrigues autour de cette sauvegarde des éléphants. Et on voit évidemment que sa sympathie va à celui qu'on pourrait appeler l'éco-terroriste ou l'éco-combattant ou l'éco-militant qui est prêt à prendre les armes pour sauvegarder les troupeaux d'éléphants. Et il pose une problématique qui est tout à fait actuelle, c'est qu'au fond les villageois du Tchad et des pays environnants, eux veulent tuer les éléphants pour deux raisons. D'abord parce que les éléphants écrasent leur récolte et parce qu'ils ont besoin de viande. Et quand, je crois que c'est Moret, je ne me souviens plus quel est le nom exact du héros, leur dit c'est honteux de tuer des animaux, il leur dit mais votre souci de la cause animale c'est un souci colonialiste. Vous êtes en réalité simplement des colons blancs qui essayaient de nous dire comment vivre. Et une des critiques que l'on entend aujourd'hui en Afrique et ailleurs sur l'écologie, notamment la politique des grands parcs, de la part des Africains, c'est de dire vous voulez nous imposer un modèle qui marche peut-être chez vous, mais qui chez nous n'est pas adapté. Et donc vous continuez à vous conduire comme des colonisateurs et à nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas. Et là, voilà, c'est sans doute l'intelligence de Romain Gary d'avoir réussi à mettre en scène avec 50 ans d'avance une problématique qui est aujourd'hui d'actualité. Et donc, et puis évidemment, derrière Romain Gary, une première fois prix Goncourt, il y a Aja, la deuxième fois prix Goncourt. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote? Mais oui, voilà, donc il se trouve que j'ai croisé par hasard Jean Seberg à la fin de sa vie, elle vivait avec un gigolo, je crois, algérien. Et je me dis, vous savez que Romain Gary était très fâché contre vous, parce que dans un livre que vous avez écrit avec Alain Kipelbrot, Le Nouveau désordre amoureux, vous êtes moqué des hommes impuissants. C'est-à-dire qu'effectivement, si vraiment le homme est impuissant, il n'a qu'à passer à autre chose. Il dit, vous avez totalement méconnu la tragédie que ça représentait pour Romain Gary, qui l'a poussé à écrire le fameux livre Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui l'a peut-être poussé au suicide. Alors c'est vrai, alors j'y repense aujourd'hui,
parce que j'ai l'âge de Gary. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous disposons de toutes sortes de médications pour pallier cette obsession, mais à l'époque, ça m'avait quand même touché. Je me suis dit, peut-être qu'au fond, nous avons simplement manifesté l'arrogance et la bêtise de la jeunesse qui se croit immortelle et qui pense que les dons de la nature sont inépuisables et que le corps répondra toujours aux demandes comme il doit le faire. Et je comprends mieux effectivement la souffrance de Romain Gary. On se dit, oh, eût-il vécu 30 ou 40 ans de plus, que sans doute il n'aurait pas écrit de livre et qu'il n'aurait pas mis fin à ses jours comme il l'a fait. Mais bon, il y a sans doute d'autres raisons, puisque le duo Gene Seberg et Romain Gary avait un côté extrêmement tragique, et on le voit. Et puis bon, au-delà de cette anecdote personnelle, il y a quand même la réincarnation de Gary dans Aja. Je crois que c'était un rêve de tous les écrivains. Au fond, un des grands malheurs de la vieillesse, c'est la continuité. On est désespérément soi-même. Et quand on prend des années, au-delà de 50 ans, on se dit, si je pouvais simplement devenir quelqu'un d'autre, et bien Gary est arrivé. Il a fait Aja avec une fantaisie, une prodigalité d'invention qui est absolument stupéfiante. Et il a réalisé un rêve que beaucoup de gens caressent et qui avait beaucoup fasciné Michel Tournier. Michel Tournier a consacré un très bel article à Romain Gary dans un de ses livres. Et donc, voilà, tout ça était en germe dans le premier concours. Et on sait que Gary est venu à Aja tout simplement parce que lui aussi était fatigué d'avoir été en quelque sorte académisé. On lui avait accroché une médaille, outre toutes les médailles qu'il avait gagnées au combat, et il avait envie de replonger dans la tourmente et de repartir à zéro. Ce qui, je pense, rêve de beaucoup d'auteurs, effectivement, c'est de ne pas être assigné à une écriture, à une œuvre, à des titres. Mais là, il a parfaitement réussi. Donc ces deux choix à Goncourt sont, évidemment, c'est parfaitement judicieux à mes yeux. Et je pense aux yeux de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.